Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau dialogue littéraire. Nous nous trouvons aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Brest, au cœur de l'exposition « La vraie vie est ailleurs » qui rend hommage à 6 femmes artistes nées ailleurs ou hors métropole et qui toutes ont eu le courage de quitter leur terre natale pour venir vivre en France l'aventure de la création artistique. Parmi elles, Martha Pan, qui a notamment réalisé Les lacs de la rue de Siam, devenue depuis une œuvre d'art marquante de la ville de Brest. Cette exposition réjouissante et inspirante donne le ton de cette émission qui sera consacrée aux femmes artistes. Nous y retrouverons Julien, qui nous a concocté une sélection d'ouvrages sur ce thème, et nous partirons également à la rencontre de Rebecca d'Outremer et Claire Berest, que nous avons eu la joie d'accueillir à la librairie au mois d'octobre. C'est l'histoire d'une relation tumultueuse et passionnée entre deux grands artistes, Diego Rivera et Frida Kahlo, un couple éblouissant que Claire Berest nous invite à découvrir dans son dernier roman. Laurane s'est entretenue avec elle pour en savoir plus sur ce livre, né de la fascination de l'auteur pour la vie et l'œuvre de Frida Kahlo. Bonjour Claire Berest. Bonjour. Vous êtes à la librairie Dialogue aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre roman Rien n'est noir, paru aux éditions Stock. Vous nous y contez l'histoire d'un amour fou, celui qui a uni Frida Kahlo et Diego Rivera. Se plongeons dans le Mexique des années 30 en compagnie de ces artistes de génie. À quel moment a-t-il eu lieu et parvenez-vous à comprendre pourquoi un livre est-il né de cet intérêt-là? Alors je pense que le livre est né tout simplement d'une rencontre, comme dans la vie. On fait des rencontres et ça change tout. Et moi, ça a été la rencontre avec cette femme, Frida Kahlo. Et je dis vraiment cette femme parce que, comme je pense qu'il y a des gens qui rencontrent un chanteur populaire, un comédien dans leur vie et ça les accompagne pour toujours. Ça peut être Johnny Hallyday, ça peut être voilà. Et moi, j'ai rencontré Frida Kahlo il y a une vingtaine d'années et je me suis mise de manière un peu compulsive à chercher ses tableaux, sa vie, les photos. Et elle est restée avec moi tout le temps. Et en fait, après mon dernier livre, Gabrielle, qui avait été très intense pour plein d'aspects, tout d'un coup, c'est mon compagnon qui m'a dit peut-être qu'il faut maintenant écrire sur elle. Et ce qui est amusant, c'est qu'en commençant à travailler sur elle, dans cette perspective-là, c'est tellement évident que je n'y avais pas pensé, j'y vais, c'est que progressivement, je me suis rendu compte que de manière totalement inconsciente, je n'écrivais que sur l'amour de Diego et Frida. Il ne s'agissait pas de faire une biographie, il y en a plein qui existent, qui sont géniales. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais écrire, c'était évidemment un roman sur l'amour fou. Donc lors de la première nuit d'amour, parlons-en de Frida et Diego. Frida conte son terrible accident à son amant. Une scène très dure. Ce drame marqua jamais la vie de Frida. Dans quelle mesure pourriez-vous nous en parler? Frida, son rapport au corps est primordial. Avant cet accident, petite fille, elle avait déjà eu la polio. Ce qui l'avait déjà obligée à considérer son corps autrement. Elle s'habillait en garçon, elle faisait les sports de garçon, les jeux de garçon, mais justement peut-être aussi une surcharge d'envie de pouvoir tout saisir et tout cueillir et tout brûler. Accident terrible quand elle a 18 ans. Collision entre un bus et un tramway. Des gens meurent pendant l'accident. Elle est brisée littéralement en un millier de morceaux. Et de fait, Frida se retrouve alitée, clouée. Elle se promet plusieurs choses à ce moment-là. Elle se promet notamment qu'elle va se relever. Et elle se promet qu'elle va aller chercher l'homme le plus connu du Mexique, Diego Rivera. Donc Frida et Diego, deux amants de feu. Vous nous écrivez leur amour tumultueux. Comment naît cette relation? Je pense littéralement que Frida, elle a décidé qu'elle allait chercher l'ogre sublime, le dévorateur, connu de tous et de toutes. C'est un peintre communiste révolutionnaire, c'est le représentant du peuple des racines indiennes du Mexique. Il connaît tout le monde, les hommes politiques, il connaît les stars de cinéma, il est partout et c'est vraiment voilà, un homme engagé au-delà de son art, vraiment politiquement dans le renouveau du Mexique après la guerre civile. Et là, elle a décidé que dans sa vie, elle, la toute petite bonne femme en allumettes cassées, elle irait le chercher lui parce qu'il est immense. Et la rencontre va se faire entre deux peintres en revanche, parce que quand elle vient, c'est pour lui dire « Regarde camarade, mes tableaux ». Et ce mec incroyable, qui a plein de défauts, qui peut être odieux, mais qui est aussi un type très féministe, et voilà, que j'aime autant que Frida, il va voir dans l'expression de cette femme, dans sa couleur, dans sa peinture, peut-être quelqu'un d'encore plus fort que lui. Et avec leurs amours tumultueuses que je décris,
il y a une chose qui ne cesse jamais, c'est le dialogue entre les deux artistes qui s'admirent, qui se respectent, où il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition, et ils vont tendre ce dialogue qui ira jusqu'à la fin de leur vie. Si vous avez déjà aperçu les superbes illustrations de Rebecca d'Outremer, vous n'avez à coup sûr pas pu résister à l'envie de vous plonger dans son univers si particulier, à la rencontre de princesses oubliées, d'Alice au pays des merveilles ou encore du Petit Poucet. Pour la première fois, nous avons eu l'immense plaisir de l'accueillir à la librairie. L'occasion d'évoquer Jacominus Gainsborough, un lapin singulier, doux et philosophe, mais aussi la façon dont se construit un album ou encore les futurs projets de l'artiste. Retrouvons-la dès à présent au micro de Julien. Bonjour Rebecca d'Outremer. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir à la librairie Dialogue pour la sortie de votre sublime album Midi Pile. Mais avant de parler de cet objet magnifique, j'avais envie qu'on revienne sur Jacominus, oui. Puisque sorti l'année dernière, les deux sont intimement liés. Pouvez-vous justement nous en dire plus par rapport à ça? Alors Jacominus Gainsborough, effectivement, c'est le personnage de ce livre, Les riches heures de Jacominus Gainsborough, qui est paru en octobre 2018 chez Sarbacane, et qui est, enfin ça me fait bizarre de dire le premier, parce que j'avais pas l'intention de travailler forcément de tout un projet autour de lui, mais c'est le premier livre quand même qui présente ce personnage-là. C'est vrai que j'avais déjà été auteur d'albums auparavant, mais pour la première fois, j'ai osé me mouiller plus en tant qu'auteur de texte. Et arrivé à la fin de ce projet, je me suis dit « Ah, mais c'est génial, il a pris du corps, il existe vraiment, mais je crois qu'on peut en dire encore beaucoup. » Voilà, donc après, je suis arrivée à ce projet de Midi Pile en papier découpé, et qui correspondait bien à ce que j'avais imaginé développer avec Jacominus, parce que mon idée serait, avec Jacominus, non pas de faire une série d'albums tous identiques, même format, Jacominus 1, 2, 3, ça m'ennuie un peu, puis bon, c'est bon, on connaît ça, mais de pouvoir proposer, tout en explorant son monde, tout son univers, tous les personnages qu'il y a autour de lui, de pouvoir proposer sous des formes différentes un petit bout de vie, ou un regard sur ou un moment, ou des longs moments, avec des principes narratifs différents. Justement, en fait, dans Midi Pile, on sent dès le départ qu'on a rendez-vous, un super rendez-vous. Et en fait, on traverse ce livre un peu comme un chemin de traverse, justement. On est page après page, on découvre différents décors. Et ça n'a pas dû être évident, justement, pour ne pas tout dévoiler dès le départ. Au départ, je savais donc que je voulais faire ce livre creusé dans l'épaisseur. Je l'avais déjà pratiqué dans un autre album qui s'appelle Le Petit Théâtre de Rebecca. Donc on traverse tout le livre et, comme vous dites, on traverse les décors. On part de la chambre du personnage A, si vous voulez, qui va sortir de sa salle à manger, dans son jardin, qui fait tout le parcours jusqu'au point de rendez-vous, en passant par la forêt, les bosquets, les faubourgs de la ville, la place du cirque. Et le jeu, comme vous dites, c'est d'arriver à cacher les éléments les uns derrière les autres pour qu'ils se dévoilent au bon moment, et qu'on n'ait pas un bateau au milieu du jardin ou un arbre au milieu de la chambre. Justement, par rapport à ce que vous disiez, de continuer à faire vivre ce personnage, comment vous travaillez justement ce personnage pour qu'il soit si singulier, qu'il ait un regard, on en parlait tout à l'heure, si humain? Je voulais faire un personnage qui soit quand même à la base super mignon, qui soit doux. Et je suis contente parce que maintenant, quand les gens, ou même les petits, voient le livre, ils posent la main sur la couverture et ils vont caresser les livres, oh, il est mignon. Donc je voulais ça. Pour autant, je voulais pas que ce soit Jojo Lapin, pas du tout. Donc c'est toujours un peu une petite mélancolie. Voilà, un lapin, c'est pas du tout expressif en fait. Je voulais pas du tout humaniser son visage en lui faisant faire des grands sourires. Il sourit jamais, mais il pleure pas non plus. Donc j'ai les yeux. Et voilà, c'est plus la position de son corps. Et puis les objets autour de lui qui vont parler, le fait qu'il ait un petit gilet tricoté un peu ringard, faut bien le dire. C'est ces petits détails-là, je pense, qui vont le caractériser, qui font pas de lui une grande vedette, avec son petit gilet en tricot. Bon, on voit bien que c'est pas le roi du bal, quoi. Mais en même temps, il a des pensées. Enfin, je voudrais lui donner. C'est un philosophe, il est contemplatif. Et il a une vue élevée, je voudrais lui donner ça en tout cas, une vue élevée sur le monde et un regard sur les autres que je voudrais aussi peut-être généreux. Enfin. Mais à dire vrai, je suis en train de le développer, je ne sais pas tout de mon personnage encore. De retour à la librairie, nous retrouvons de nouveau Julien qui nous a préparé une sélection de livres artistiques et féminines.
Bonjour Julien. Bonjour Laurence. Alors, je crois qu'on commence par un ouvrage de référence qui réunit 400 œuvres d'art sur 5 siècles. Exactement, aux éditions Phaidon, un livre merveilleux qui rassemble le destin de ces femmes artistes dans différents domaines, que ce soit l'installation, la peinture, la sculpture ou bien encore la photo. Pour ce dernier, on pense notamment à Viviane Meyer, une photographe à un destin incroyable, à Gordon Parks. Et donc à chaque fois, vous avez une petite biographie présentant l'artiste. Et ça vous renvoie aussi, si vous avez envie d'accompagner plus longtemps ces femmes, de retrouver par des sites internet ou des sites de référence d'autres œuvres plus importantes. Alors je crois que tu voulais aussi nous parler d'une grande dame de l'impressionnisme. Exactement, Berthe Morisot, dont l'expo vient de s'achever au musée d'Orsay il y a quelques semaines. Elle a réussi à créer un univers absolument somptueux, baigné de lumière, à la fois des scènes de la vie quotidienne, des scènes bourgeoises et des scènes d'extérieur. On sent qu'elle avait envie de marquer son temps. Elle n'a pas beaucoup vendu du temps de son vivant et c'est qu'aujourd'hui, depuis à peu près 30 ans, qu'elle est enfin reconnue à sa juste valeur au travers d'expositions internationales. Donc un très beau catalogue à découvrir, qu'on ait vu l'exposition ou pas. Exactement. Et pour finir, on va parler un petit peu de littérature avec 30 écrivaines à découvrir de toute urgence. Les sorcières de la littérature, qui vient de paraître tout juste aux éditions Autrement. La préface de Chloé Delhomme nous montre comment ces femmes, ces autrices, ont aussi marqué leur époque. Donc on y côtoie Toni Morrison, Agatha Christie, donc pour les plus connus. Mais ce que j'ai particulièrement aimé dans ce volume, c'est aussi que ça nous fait découvrir plein d'autrices qui n'ont pas encore été traduites. Donc on se dit qu'on a encore plein de belles choses à découvrir. À chaque fois, un petit résumé. Et parmi toutes les œuvres de ces femmes, laquelle il faut absolument lire si on devait en choisir qu'une. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces découvertes qui en appellent d'autres. Merci Laurence. L'émission Dialogue littéraire se termine. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un mois de novembre rempli de lectures au coin du feu et nous attendons avec impatience de vous retrouver le mois prochain pour de nouvelles aventures livresques. À bientôt.